En introduction, ce que je voulais dire, c'est que à l'âge de 23 ans, j'ai découvert Rousseau. Et puis, c'est ça qui m'a décidé à essayer de devenir écrivain. Et à ce moment-là, je n'avais pas du tout de vision politique des choses. Je pensais un peu, mais pas beaucoup. Et je me suis dit, à ce moment-là, j'allais devenir écrivain, c'est-à-dire ce qui m'avait beaucoup plu chez lui, c'était ses confessions, et puis au-delà, sa philosophie politique. Mais en lisant le Contrat social, finalement, j'adore ça, puis je l'ai lu 2-3 fois, et une fois que je l'ai lu, je ne sais plus de quoi ça parle exactement. Et un peu plus tard, j'ai lu Madame de Staël, qui, elle, à l'âge de 23 ans, écrit sur Rousseau, et elle dit que c'est super ce qu'il fait, mais que Rousseau, à l'opposé de Montesquieu, par exemple, il apporte rien de pragmatique. Et c'est vrai que quand on lit ses considérations sur la Constitution de Pologne ou sur la Constitution de la Corse, aujourd'hui, on ne peut rien faire avec ça. Et en fait, comme j'ai une formation d'ingénieur, moi, j'ai décidé d'être beaucoup plus pragmatique. Et donc, j'ai décidé de devenir écrivain. J'ai publié 9 livres. Et puis là, j'en arrive à la maturité politique, finalement, de ce que je pense d'un bon système politique. Et par un coup de bol incroyable, ce serait un peu long à raconter, juste avant le confinement, j'ai eu la possibilité, après avoir soumis un projet, de m'inscrire en thèse à Paris-Nanterre, malheureusement en droit public, alors que ma thèse, c'est à la jonction de la science politique et du droit public, c'est-à-dire que je me sers de la façon française d'écrire le droit constitutionnel pour étayer ma thèse de sciences politiques. Et ça a donné donc cette thèse qui est là, qui fait 350 pages et qui est, pour le commun des mortels, je pense, assez pénible à lire parce que c'est pas complètement accessible. De cette thèse, j'ai tiré ce pamphlet-là qui s'appelle « En piteux état » et qui n'a toujours pas trouvé d'éditeur. Et dans le pamphlet, il s'agit de recenser tout ce qui, dans la Ve République, va pas. Et dans la thèse, le but, c'est de répondre à tous ces problèmes. Comment on peut les solutionner? Donc, ma thèse, elle n'est pas terminée. Elle est à 80% terminée, mais je n'y ai pas travaillé depuis un bon moment. Donc là, on peut voir, si tu peux mettre le plan de ma thèse. En 93? En 93. L'idée, c'est de critiquer l'existant et puis d'arriver à un canevas de nouvelles constitutions. C'est ça mon objectif, réécrire complètement la Constitution. Et après, de proposer un calendrier de mise en application de cette Constitution. Jusqu'ici, je m'étais basé sur une élection présidentielle, mais je ne vois pas comment ça va être possible. Mais de toute façon, une fois ce qui est important, c'est d'avoir la théorie en premier pour voir ce qu'on va faire, de ne pas se lancer. Donc, on revient au début. Je pense que l'introduction, c'est ça. Le plan de l'intervention d'aujourd'hui. Voilà, au début, pour commencer, on va essayer de s'entendre sur ce que c'est qu'une constitution exactement. Donc, si on prend la définition du petit Robert, vas-y. Là, tu peux... Vas-y. Encore. Donc là, c'est ça qu'on va faire. Encore. Là. Donc... on voit que ça apparaît vers 1683, que c'est une charte, c'est décrit comme une charte, des textes fondamentaux qui déterminent la forme du gouvernement d'un pays. C'est ça qui nous intéresse. Ensuite, deuxième sens, loi fondamentale, les constitutions apostoliques ou papales, constitution civile du clergé. Si on regarde le petit Larousse, qu'est-ce qu'il dit ? Lui, il dit, c'est l'ensemble des textes fondamentaux qui établissent la forme d'un gouvernement, règlent les rapports entre les gouvernants et les gouvernés et déterminent l'organisation des pouvoirs publics. Ça, c'est déjà plus précis. Si on se penche sur l'étymologie, donc c'est un mot officiellement recensé vers 1180, sous sa forme latine constituum de constitutio, qui est état, situation, disposition générale. Par extension, c'est la loi politique, manière dont une chose complexe est organisée.
l'ensemble des textes déterminant la forme de gouvernement d'un pays. Donc, si on décompose le mot, on a en premier cum, qui signifie à la fois avec et son pourtour. Et statuar, qui est l'idée de mettre debout. Et donc, par extension, c'est établir dans une situation légale. Une constitution peut être écrite ou tout simplement représenter un ensemble d'usages hérités de la tradition. Au Royaume-Uni, par exemple, la mère de tous les parlements, la constitution, elle n'est pas écrite formellement, même si, du point de vue français, plusieurs lois anglaises peuvent être qualifiées de lois purement constitutionnelles. Donc, si on va un peu plus loin et qu'on regarde le lien qu'il peut y avoir entre la constitution et l'association, c'est-à-dire qu'on a pour coutume de penser, depuis certains textes célèbres, par exemple le projet de constitution du 19 avril 1946 à l'article 17, tous les hommes ont le droit de s'associer librement à moins que leur association ne porte ou ne tende à porter atteinte aux libertés garanties par la présente déclaration. Nul ne peut être contraint de s'affilier à une association. Dans la déclaration de l'ONU de 1948, c'est pareil. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Alors moi, je prétends que ça, c'est faux. Parce qu'il en existe une d'association à laquelle personne n'échappe de par le monde, mais qu'on n'a pas pour habitude d'identifier comme telle, comme une association. Et cette association-là, c'est l'État. Les États sont de nos jours universellement répandus. Il se trouve un État pour revendiquer l'application de ces lois partout sur la planète, sauf dans les eaux échappant encore aux règles internationales d'attribution de souveraineté maritime instituées par la Convention de Montego Bay en 82, soit à l'heure actuelle environ 43% des océans, chiffrage en constante diminution. Les États sont partout. Donc moi, ce que je propose comme définition, c'est plutôt que les constitutions, elles sont en réalité tout simplement les statuts officiels de ces associations légales territoriales que sont les États et auxquels on n'échappe pas. Ça va jusque-là? C'est des statuts associatifs. Exactement. C'est les statuts d'une association, la Constitution. Et cette association-là, c'est une association qui lie toutes les populations sur un territoire. Donc, ensuite, idée globale du plan de la Constitution. Comment ça se fait que tu arrives là, toi? OK. Ouais, j'ai mis des animations, j'aurais peut-être pas dû. Donc, idée globale de la Constitution. Donc là, il faut quelques éléments de contexte. Évidemment, en 1958, il y a guerre d'Algérie, indépendances diverses de l'Empire, qui souhaite quand même, cet Empire français qui souhaite se maintenir. Alors... ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'il n'est pas très ardu de comprendre qu'en temps de guerre, le gouvernement, donc le pouvoir exécutif, il se justifie aisément de dominer sans partage les pouvoirs législatifs et judiciaires. Et en 1958, on est au bord de la guerre civile. Donc, d'une part, étant donné l'urgence et la nécessité d'agir en conséquence, on ne va pas se mettre à faire des débats publics sur ce que devrait ou pas être l'action de l'armée, par exemple. On ne va pas se montrer trop regardant en ce qui concerne les moyens utilisés par cette même armée en termes de justice, de fair play et de respect des règles. Les temps de guerre ont pour effet presque naturel le remplacement du débat et du temps nécessaire à la réflexion démocratique par la rapidité et l'effectivité des décisions de l'autorité publique en place. Les temps de guerre inclinent vers une obéissance sans discussion, justifiée par la nécessité, l'urgence, le secret, et surtout l'assurance de l'absence de regard rétrospectif concernant les méthodes employées pour arriver au but. Donc, nous voilà bien partis. Donc ça, c'est le contexte de 1958, sachant que les gens qui ont voté en 1958 pour cette constitution, aujourd'hui, ils ont au minimum 87-88 ans. Personne ici a voté pour cette constitution, on en a hérité. Hein. Donc, le plan de la Constitution actuelle, donc là, on ne voit pas très bien, mais toi, peut-être avec le montage, Simon, tu pourras faire quelque chose. Alors, on a 16 titres, et puis, il y a quelque chose d'incongru, c'est l'incongruité, elle ne tient pas seulement dans le fait d'avoir réussi à faire artificiellement tenir 110 articles, en incluant le préambule, dans 89 numéros, par 27 articles à tirer, mais dans celui que la Constitution, elle comporte un trou.
Et oui, un trou, en effet, comme on l'a déjà évoqué, on passe de façon surprenante directement de l'article 77 à l'article 87. Ah bon? Ouais. Outre le fait que les articles supprimés concernaient le démantèlement de l'Empire après 39-45, pour comprendre cette anomalie, pour le moins cocasse, il importe d'avoir en tête plusieurs choses. Premièrement, les indépendances des pays antérieurement colonisés par l'Empire français sont passées par là. Deuxièmement, la Constitution de nos jours en vigueur a depuis 1958 fait les frais de pas moins de 25 révisions. 5 entre 58 et 76, puis 19 entre 92 et 2008. Donc on voit que le rythme s'est accéléré. La dernière en date a modifié, celle de 2008, elle a modifié près d'un article sur 2. Et pour être précis, juste, c'est un détail, mais pour être précis, sur les 41 tentatives de révision examinées par les deux chambres, 27 ont conduit à la rédaction de textes identiques, mais 5 de ces derniers textes n'ont finalement pas été proposés au vote du Parlement réuni en Congrès. C'est-à-dire, le Congrès, c'est quand l'Assemblée nationale et le Sénat sont réunis en une seule assemblée. Donc, si on déroule le plan un peu plus gros, donc ici, ce que je voudrais montrer, c'est que, donc on a le préambule, l'article 1er, il pourrait tout à fait être dans le titre premier, mais on l'a gardé comme ça, article 1er à part, parce que ça, c'est une façon subtile. C'est la première fois qu'en France, une constitution commence par le président de la République. C'est le premier sujet qu'on aborde, effectivement. Si on l'avait mis, c'est de ça qu'on veut parler tout de suite. Mais en mettant préambule, article 1er, titre 1er, on a tendance à diluer le début et à faire semblant qu'on veut parler du président de la République un peu plus tard, mais ce n'est pas le cas. Donc on la découvre, le président de la République, le gouvernement, le Parlement, des rapports entre le gouvernement et le Parlement. On y va encore. Des traités et accords internationaux, le Conseil constitutionnel, de l'autorité judiciaire, la haute cour, de la responsabilité pénale des membres du gouvernement, le Conseil économique, social et environnemental, le défenseur des droits, des collectivités territoriales, dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie, de la francophonie, des accords d'association, de l'Union européenne, de la révision. Moi, ce que je voudrais montrer, c'est-à-dire que là-dedans, il y a des titres qui sont tout petits. Par exemple, le titre 14 de la francophonie et des accords d'association, il comporte 2 articles, l'article 87 et 88. Donc, la République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage. La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leur civilisation. Ça, c'est assez puant parce qu'on n'imagine pas que la République, elle puisse s'associer à d'autres États pour développer sa propre civilisation. C'est-à-dire, c'est nous, on a la civilisation, et puis on pourrait en faire partager tous ces crétins des autres pays qui font à la ramasse. Ouais, c'est assez puant, ça. On peut supposer aussi qu'on parle, à l'article 87, de l'Organisation internationale de la francophonie, dont les accomplissements sont assez loin d'être spectaculaires. Si la France s'est bel et bien débarrassée de ses anciennes colonies qui pouvaient former des États indépendants, elle ne s'est pas pour autant débarrassée de ses pratiques coloniales. Légué à ses anciennes colonies, son système constitutionnel concentrant tous les pouvoirs aux mains d'un seul homme s'est d'ailleurs montré extrêmement efficace pour affirmer une influence qui diminue qu'au profit d'un autre État qui va prendre sa place. Par exemple, là, on voit bien que les Russes prennent la place des Français dans une bonne partie de l'Afrique francophone. OK. Ensuite, un autre titre qui est petit, c'est le titre 16 qui concerne la révision et qui comporte qu'un seul article. C'est quoi la révision? C'est de la révision de la Constitution sous forme parlementaire, c'est-à-dire quand l'Assemblée nationale et le Sénat se sont entendus sur un texte, ils se réunissent en congrès et ils votent ce texte au 3/5e. Ça, c'est la procédure parlementaire. Il y a une autre façon de réviser la Constitution, comme De Gaulle s'en est servi, qui est à l'article 11. Il a fait un référendum en 62 pour l'élection du président au suffrage universel, et en 69, il a
fait un autre référendum qui concernait... il voulait enlever l'initiative législative au Sénat et il voulait découper la France en régions. Et quand on fait un référendum avec 2 sujets, souvent c'est mal parti. Et de toute façon, ce qu'il voulait en 60, comme il est mort en 70, on peut imaginer que ce que De Gaulle voulait en 69, c'était pas véritablement réussir son référendum, mais donner une espèce de direction, un héritage constitutionnel de sa pensée. Il trouvait que le Sénat avait trop de pouvoir, ce qui est le cas, et en fait, il voulait créer des régions en France, et les régions, elles vont arriver en 81, finalement, à peu près sous le modèle qu'il avait esquissé. Aussi sa réputation. Il jouait sa Je pense pas qu'il se disait ça. Je pense que, de toute façon, il est mort l'année d'après. Je pense qu'il était... Il l'avait mis en... C'était un peu son testament constitutionnel. Il l'avait mis en balance. En balance. Ouais, c'est vrai. Si je n'obtiens pas le oui, je m'en vais. Ce qui donnait un caractère... solennel. Non seulement solennel, mais différent au trompeur. Ouais. C'est vrai aussi, c'est bien de souligner ça. Tout à fait, tu as raison. Alors, quand on regarde la Constitution, de quoi parle-t-on au juste sur le papier? Tu peux... Vas-y. Oui, vas-y encore. Non, avant. Reviens. Voilà, la deuxième en dessous, voilà. C'est un texte qui fait environ 50 pages, si on considère qu'une page, c'est un feuillet journalistique de 1500 signes, espace compris. Donc, c'est relativement petit par rapport, dans un pays où on est si disert sur le droit. Le texte fondamental, il est assez court, finalement. Il est compliqué, il est complexe, mais il est court. Oui. Pourquoi c'est si court? Alors, il y a une raison philosophique fondamentale, selon moi, c'est que écrire le pouvoir fait généralement peur au pouvoir lui-même. Écrire le pouvoir, c'est déjà, pour certains, délimiter le pouvoir, et c'est en quelque sorte le restreindre. Et en général, le pouvoir lui-même, il n'aime pas ça. Alors, des statistiques générales... Donc, comme on disait, les 92 articles d'origine sont aujourd'hui 110 en incluant le préambule. Il existe un trou. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que seuls 30 des 92 articles sont à ce jour demeurés intacts. Il est probable que le général lui-même, il ne la reconnaîtrait pas, sa Constitution. Même l'article 89 concernant les révisions parlementaires a été révisé. Ça, c'est bon. Alors, cumulé, les 25 révisions qu'a connues la Constitution représentent un nombre supérieur à la somme des constitutions et des révisions qui se sont succédées au cours des 170 années allant de la Révolution à l'avènement de la Cinquième. Ah oui, d'accord. C'est intéressant comme détail. En définitive, la Constitution, elle a pratiquement doublé de volume depuis son entrée en vigueur. Dans les faits, la Constitution actuelle de la France est plus différente de celle de 58 qu'elle est vraiment la même. La Constitution actuelle de la France est déjà une 6e République qui ne dit pas son nom, et pour cause. Étant donné les 25 révisions qui l'ont affectée, la Constitution actuelle est un texte pour le moins alambiqué, fruit blé d'un trop grand nombre de bricolages d'auteurs différents, et n'ayant pas été pensé du départ pour épouser sa forme actuelle, il s'en dégage une impression de fouillis, de brouillon touffu. Elle semble être l'œuvre non d'amateurs éclairés comme on aurait pu l'espérer, mais bien plutôt comme celle d'éclairés amateurs. En résumé, disons que les rustines ont fini par l'emporter sur la chambre à air. On se retrouve face à un texte confus, mais également désordonné, et on ne parle pas ici des statuts d'une amicale de pétanque élaborée pastis en main un mardi en fin d'après-midi, mais bel et bien de la constitution d'un pays, et pas de n'importe lequel. Donc, ensuite, on a un ordonnancement qui produit lui-même du flou par un simple manque de logique et de clarté. Voilà, ben vas-y, tu peux tout... Le titre 11 bis, par exemple, il n'a pas grand-chose à voir avec le titre
titre 11. Les titres 6, 14 et 15, eux, ils devraient être regroupés puisqu'ils traitent tous des engagements extérieurs de la France. Donc, cet ordonnancement-là, il fait que on est toujours en train de se balader dans la Constitution avec des renvois sur un trop grand nombre de pages. Ces renvois-là sont fréquents et ils sont inutiles et voire pénibles à suivre. Ensuite, le titre 9 devrait suivre immédiatement le titre 2 puisqu'il représente une extension du même sujet. Les titres 7, 8, 9 et 11 bis, qui tous traitent de la question du pouvoir judiciaire, devraient être regroupés aussi. Il y a une raison à ça pour lequel ils ne le sont pas. On va le voir plus tard. Ensuite, la Constitution, ce n'est pas juste le texte, les 50 pages de la Constitution elle-même. Il y a ce qu'on appelle un bloc de constitutionnalité qui intègre la Constitution elle-même, les lois organiques qui y sont rattachées, il y en a une trentaine, la Déclaration des droits de l'homme, comme on l'a vu dans le préambule, lui, il est interprété par le Conseil constitutionnel comme faisant partie de la Constitution, alors qu'aux États-Unis, par exemple, ce n'est pas le cas. La Déclaration des droits de l'homme de 1789 s'y trouve, le préambule de la Constitution de 1946 s'y trouve, la piteuse Charte de l'environnement de 2004, elle s'y trouve, et il faut ajouter à ça encore les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Donc, je me demande si quelqu'un a déjà pris la peine d'additionner tous ces textes pour avoir une idée de la taille réelle en nombre de signes du total du bloc de constitutionnalité. Je n'ai pas trouvé ça, mais j'aurais pu le faire, mais c'est un peu de boulot. Donc, on va parler des lois organiques, par exemple. Les lois organiques, ça, c'est une curiosité française. Hein. Elles sont absolument à éviter. Elles affectent donc une trentaine d'articles. Là, je vous les ai recensés. Et par trop fréquent, souvent inutile, voire navrant, le recours à ces lois a pour déplorable effet de diminuer, si besoin était, la lisibilité du corpus constitutionnel et d'en affecter l'accessibilité en rendant la prise de connaissance globale gratuitement fastidieuse. Le problème avec, on va y aller, les lois organiques, elles sont définies à l'article 46. Et ce qu'elles ont comme principale différence avec les lois, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas assez différentes des lois ordinaires, et elles sont différentes des lois ordinaires dans la mesure où, pour être adoptées dans le cas d'un désaccord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, elles doivent être adoptées à l'Assemblée nationale à la majorité absolue. C'est tout ce qui les distingue. Ce qui fait que quand on a une majorité absolue à l'Assemblée nationale, on peut bricoler du droit constitutionnel. Et ça ne devrait pas exister. Ensuite, là, j'ai mis en rouge... C'est-à-dire qu'une loi peut être déclarée organique si elle est votée à la majorité à l'Assemblée nationale. À la majorité absolue. Non, elle est déjà déclarée comme une loi organique, c'est-à-dire elle prend place aux articles qu'on a vus avant. Ouais. Et on... formuler habilement, une loi organique pourrait affecter, voire inverser une disposition constitutionnelle. Ça, c'est vraiment pas bon du tout. Et les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées, elles, dans les mêmes termes par les deux assemblées, c'est-à-dire que ça protège le Sénat de toute modification qui souhaiterait pas voir lui advenir. Et le Sénat, c'est de la merde. Il faut absolument... N'importe quelle réforme constitutionnelle, il faut absolument commencer par le Sénat, qui n'est pas une institution démocratique, qui a toujours été à droite, sauf de 2012 à 2014, c'est-à-dire 70 ans de droite. Quand la gauche perd le pouvoir, la droite, elle conserve toujours le Sénat. Et qu'est-ce que tu voulais dire ? Oui, moi j'aimerais une définition de la loi organique. La même question. Ben, la loi organique... C'est-à-dire que la loi organique, ça a deux vocations. Ça permet aux constituants de ne pas trancher tout de suite un thème. C'est-à-dire ça renvoie à plus tard une décision qu'il y a à prendre. C'est ça. Mais la loi organique,
c'est du droit constitutionnel qui ne devrait pas en être. Dans la nouvelle constitution qu'il faut fabriquer, il faut limiter l'emploi des lois organiques seulement à ce qui peut changer dans le temps. Par exemple, le découpage électoral. Le découpage électoral, aujourd'hui, c'est une simple loi. Il n'est pas dans la Constitution alors qu'il devrait y être. Et pour qu'il y soit, il faut permettre une loi organique parce qu'on ne peut pas prévoir dans 10 ans où les populations vont se trouver et comment ça va affecter le découpage électoral. Pourquoi ça s'appelle organique? Pourquoi ça s'appelle organique? Parce que ça fait intrinsèquement, ça fait le corps de la Constitution, je ne sais pas. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Je ne sais pas. Franchement, à l'origine, je ne sais pas pourquoi ils ont noté ça. On dit quelque chose que c'est organique, je ne sais pas si c'est le cas là, mais on dit quelque chose que c'est organique, ça veut dire que ça marche avec. Les organes marchent ensemble. Ouais, ok. D'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'une loi organique, comme quelque chose qui fonctionne nécessairement avec. C'est une partie du tout, quoi. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Ok, bah, ça voudrait... Très bien. Voilà. Donc, exception faite des lois organiques relatives au Sénat, elles ont pour particularité par rapport aux lois ordinaires de devoir être votées à la majorité absolue à l'Assemblée nationale en cas de désaccord avec le Sénat et d'être systématiquement examinées par le Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Ouais. Donc là, on peut remarquer au passage que dans le cas des lois organiques, le Conseil constitutionnel est automatiquement saisi. Ce qui n'est pas le cas, dans beaucoup d'autres situations. Le Conseil constitutionnel, souvent, il est saisi que si on le saisit. Là, il est saisi automatiquement, ce qui est intéressant. Et donc, bien qu'elles fassent partie intégrante de la Constitution, elles sont en définitive trop peu différentes des lois ordinaires et donc modifiables pratiquement à merci. Et donc, il est à noter que formulées habilement, elles pourraient aller jusqu'à neutraliser une véritable disposition constitutionnelle. Donc, comme je le disais, l'usage des lois organiques devrait être strictement réservé aux seules dispositions constitutionnelles liées à un facteur amené à varier dans le temps. Et donc, le découpage électoral, les salaires, les traitements des députés, par exemple, ça pourrait être ça. Donc, les lois organiques, c'est fait. Ensuite... Je suis pas sûre d'avoir vraiment bien compris ce que c'est. Eh ben, c'est... T'as un exemple de loi organique? Ben, un exemple... il y en a une trentaine d'exemples, hein, ils sont là. Ah, on peut aller voir... c'est-à-dire... Est-ce que c'est une loi qui... parce que là, ils disent... Une loi organique est une loi dont l'adoption est prévue par la Constitution pour préciser les modalités d'organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics. C'est une loi qui est appelée par la Constitution. Comment ? Ça voudrait dire que c'est une loi qui est appelée par la Constitution. En gros, si la Constitution est un corps, on dit dans notre corps il nous faut un foie, mais le foie on ne sait pas trop encore comment on va le mettre. Donc il faudra que la loi définisse comment marche le foie. Le foie étant un organe. Donc ça c'est une loi. Ouais, c'est ça. Une loi organique, mais c'est pas défini dans la Constitution. En Constitution, on dit il nous faut un foie. Donc on appelle une loi organique, et puis la loi organique elle dit comment, à quoi ça ressemble. Comment une petite partie de la Constitution va évoluer. Voilà. C'est-à-dire que ces lois organiques, ça ne permet pas de s'entendre sur un texte fixé, puisqu'il y a une trentaine de lois organiques sur lesquelles on peut toujours revenir. Donc c'est de la merde. C'est de la merde, ça. Il ne faut absolument pas faire ça. Ça, je suis pas sûr de... Vas-y, continue. Non, mais je t'en prie. Continue, tu serais moins... tu serais plus nuancé, peut-être. peut-être. J'en sais rien. Enfin, alors oui, spontanément, je serais plus nuancé, mais peut-être... Du CAC, il n'y a pas de la merde, donc. Voilà, tout à fait. Ouais. Non, mais c'est pas ça, c'est que je pense que dans l'exposé, là, ça serait intéressant que tu nous expliques pourquoi c'est de la merde, sur un exemple. Mais parce que ça permet de modifier la Constitution, tout simplement, avec un parti au pouvoir à l'Assemblée nationale. Non, donc c'est pas bon, ça. C'est-à-dire, on ne peut pas s'entendre sur un texte fixe. Mais est-ce que tu es d'accord ou pas que l'existence d'une loi organique, ou la disposition de s'organiser avec des lois organiques, est-ce qu'elle est nécessaire ou pas? Parce que tu prenais l'exemple
des circonscriptions électorales, du découpage, Oui. et tu convenais toi-même qu'on ne peut pas définir dans la Constitution ce qui ne changera pas dans on va en reparler. J'ai Exactement. pensé, là je soulève le problème, D'accord. la solution je vais l'apporter plus tard. Ok, bah ça marche. Ouais. Là je soulève juste le problème. Et je dis ça c'est pas bon, faut pas faire comme ça. Selon moi, hein. C'est une opinion. Hein. Ensuite, donc, vas-y, on va passer... Donc, ce que je voudrais, c'est passer en revue chaque titre, parce qu'à mon sens, tels qu'ils sont écrits et nommés, les titres, ils nomment les concepts auxquels ils se réfèrent de façon trop imprécise. On nomme les choses du bout des doigts des mots. Comme au fond, si on n'osait pas vraiment dire de quoi on allait parler, comme si on allait, en fait, nous la faire à l'envers, et ce qui est exactement le cas. On va donc renommer les titres afin de les mieux comprendre. Donc, pour le préambule, ça n'a pas tellement d'importance que le préambule. Bon, ça reste le préambule, ça dit juste que ça arrive avant tout le reste. Lui, alors, pourquoi il ne contient pas exactement ce qu'il devrait contenir ? Si tu peux, voilà le préambule à quoi il ressemble. On en a déjà parlé quand on a parlé du droit à l'IVG inscrit dans la Constitution. Donc c'est ce qu'on a vu, c'est que la déclaration de 1789, qui est en fait déclarative jusqu'en 1971, elle est largement en dessous de ce qu'il nous faudrait. La déclaration des droits de 1793, c'est-à-dire en 1793, il y a une nouvelle déclaration des droits qui est faite. Le roi est mort, enfin on peut causer, et là c'est quand même autre chose. Donc on a, à la place de la déclaration de 1789, moi je m'inspirerais plus de 1793, le préambule de la Constitution de 1946, lui, eh ben, il s'avère qu'il est très en dessous du préambule du projet de Constitution du 19 avril 1946, faire en 62, c'est revenir à ce qu'on avait fait en 46, c'est-à-dire une constituante, c'est pas du tout l'élection du président au suffrage universel qu'il fallait faire comme référendum, c'était revenir à 46 avec une constituante, bâtir une nouvelle constitution et repartir de là. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Et en fait, la constitution de la 5e, c'est une constitution qui met les pouvoirs dans les mains d'un général. Et bon, ben, peut-être que s'il avait été pharmacien ou je sais pas, architecte ou botaniste, le pouvoir exécutif aurait été traité autrement dans la Constitution. Mais moi, il s'est avéré qu'il était général et il voulait qu'on lui obéisse. Et puis, c'est comme ça que la Constitution, elle a été bâtie, quoi. En combien de temps ils ont écrit la Constitution de 58 ? Un été. Tu sais relancer le truc ? Ok. Un été, c'est une vingtaine de conseillers d'État sous la direction de Michel Debré. Et en 3 mois, ils ont réglé ça. Mais ils se sont évidemment inspirés, je veux dire, ces conseillers d'État-là, c'était des gens de la 4e République, et ben c'est des gens qui connaissaient leur histoire, leur constitution, et puis ce qu'ils reprochaient à la 3e comme à la 4e République, c'est l'instabilité des gouvernements. C'est-à-dire les gouvernements dans la 3e, la 4e, ils succèdent à tous les 8 mois. Même si on revoit les mêmes têtes, ils se passent les ministères et tout, la 4e République, elle était vraiment incapable de faire face à la décolonisation et surtout au problème algérien. Donc il fallait quelque chose de stable, de fort. Et puis, ils étaient colonisateurs encore, hein, dans l'esprit de la 4e République. Ils étaient en plein dans la colonisation. Ils n'étaient pas prêts d'y renoncer, hein, mais on n'y a toujours pas tant que ça renoncé. L'esprit colonisateur, il est encore, et puis il est bien là. C'est qu'on n'entend pas que c'est une colonisation, une colonisation. Donc, tu vas à l'article 1er ? T'as fait ? Ouais. Donc, on ne fera pas tous les articles, mais le début, c'est important de le regarder parce que on va avoir là-dedans des idées générales de la Constitution. Donc, l'article 1er, comme je disais, il aurait pu tout à fait se retrouver dans le titre premier. On l'a laissé là de façon à ce qu'on s'imagine qu'on ne parle pas du président de la République trop tôt. C'est mon avis, hein.
Alors, puis c'est pas parce que on n'aurait pas eu l'occasion de le remettre à sa place dans le titre premier, puisque après avoir été créé en 58, on l'a modifié une première fois en 95, une deuxième fois en 2003, et même une troisième fois en 2008. Et là, ce que je voudrais faire remarquer aussi, quand je mets les années là, l'année en gras, c'est l'année de création. Ensuite, vous avez les années de modification, et on voit 2008 est en italique, parce que plus tard, vous allez voir que dans les textes des articles, je mets en italique la réforme de 2008, qui est la réforme qui a ajouté beaucoup de caca sur de la merde. C'est vraiment épouvantable. Donc ça a modifié quasiment un article sur deux. Ça a été voté à une voix près, celle de Jacques Lang, et c'est vraiment de la saloperie. Tout ce que ça a touché, ça a envenimé tout ce que ça a touché, quasiment. Hein. Ensuite, l'article 1er, lui. Donc, là, c'est plus compliqué. On est censé décrire qu'est-ce que c'est que, finalement, l'intention de cette République. Alors, nombreux sont ceux qui croient que la République est une et indivisible, tout comme l'était le royaume de France en son temps, mais il apparaît que dans le texte officiel, la République, elle est plus que indivisible, elle est plus une. Et déjà, elle était plus une dans la 4e République. Hein. Donc, ensuite, elle reconnaît la libre... Attendez, est-ce que c'est... Oui, elle est plus une parce qu'elle va reconnaître la libre détermination des peuples, mais son indivisibilité, elle marque bien qu'elle ne va pas nécessairement l'encourager, cette autodétermination des peuples. On reviendra plus loin sur l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, qui vaudrait mieux d'ailleurs appeler Kanaki, parce que Calédonie, c'est l'ancien nom de l'Écosse. Je veux dire, ils doivent être contents, les Kanaks, qu'on appelle leur pays comme ça. Et donc, en Kanaki, en tout cas, la situation, malgré tout ce qu'on pourrait être tenté de penser, la situation, elle est loin d'être nickel. Je fais référence aux mines de nickel, là, c'était un peu... Vous étiez censé rire de ça. Ouais, on l'en fait. On n'est vraiment pas assez brillant. Non, mais c'était des fois, je vais être subtil et en fait, je me trompe. Hein. Donc ensuite, continue. Ça, on va le voir plus tard. Vous voyez là, on a l'exemple en italique, c'est-à-dire que la phrase du bas, elle a été rajoutée en 2008. Hein, donc dorénavant, vous l'aurez en tête. Donc on va aller sur laïque maintenant. Sur quoi ? Laïque. Donc vas-y, voilà, laïque. Donc la France est une république indivisible, laïque. Alors est-ce qu'elle est laïque ? Moi, je pense pas. Alors premièrement, si on va à l'article 212 du Code civil, qui lui est tout à fait en vigueur, hein, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Et puis, je ne sais pas si vous êtes allé à des mariages, mais on parle de fidélité. Hein. On demande aux contractants maritaux de s'engager là-dessus. On arrive à le faire supprimer, hein, très souvent. Ah, je ne savais pas ça. Mais c'est oral. Hein. Ah, ben écoute, je prétends pas qu'à l'institution du mariage civil en 1791, la République aurait pu faire autrement, mais seulement que cette obligation de fidélité a absolument rien de laïque. Elle est simplement la marque d'une conception judéo-chrétienne du mariage, dont la République endosse entièrement le principe sans se poser la moindre question, alors qu'elle pourrait tout à fait éviter de se prononcer là-dessus. L'identification de la fidélité à Dieu à la fidélité entre contractants maritaux représente, même selon moi, le fondement même du dogme religieux judéo-chrétien, dont la République endosse toujours intégralement le principe sans se poser la moindre question et en se mêlant surtout de ce qui ne la regarde pas. Elle pourrait tout à fait éviter de se prononcer là-dessus. Alors après, est-ce que je le raconte ? Pourquoi maintenant on est dans une époque différente, c'est-à-dire que depuis les temps immémoriaux d'avant les mesures contraceptives de toutes sortes, depuis l'accès à l'avortement, la pilule du lendemain, etc., les préservatifs, l'homme devait travailler pour nourrir sa femme et ses enfants. La femme enfantait et élevait ces mêmes enfants sans pour autant se voir exemptée du travail non rémunéré. Il était donc absolument capital pour l'homme d'être certain que ses enfants étaient bien les siens afin que soit justifié son labeur quotidien. D'où la nécessaire fidélité. Aujourd'hui, tout ça a perdu l'essentiel de son sens. La génétique peut même confirmer ou infirmer scientifiquement, hors de tout doute ou presque, l'existence de n'importe quel lien de parenté. Donc, il y a besoin d'une mise à jour là. Après,
ce qu'on nous balance toujours sur... Ça, c'est cocasse. Vas-y, la suite. On nous balance toujours que la République est laïque en se référant à la fameuse loi de 1905. Alors, je vous ai mis ici les articles 1 et 2 qu'on annonce bêtement et sans aller plus loin la plupart du temps, ben, qui sont pas idiots, hein, quand même. Mais... C'est en partie faux, hein. Ça, c'est pas faux. C'est le reste de la loi qui est... Donc, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la loi de 1905, il n'y a aucune occurrence ni du mot laïque, ni du mot laïcité. Pour une loi qui est censée cautionner la laïcité de la République, c'est quand même un fort de café. Il n'y a pas le mot laïque ni laïcité dans cette loi. Donc, pourquoi d'ailleurs ce mot laïque? On aurait tout aussi bien pu se référer à non-confessionnel ou encore à séculier. Et d'ailleurs, d'où vient-il ce mot laïque? Les mots à tréma dans notre langue, ils ne sont pas si fréquents. Alors, cela explique en partie pourquoi ce mot est traduisible dans bien peu de langues. Au sein de l'Union européenne, par exemple, un seul autre État mentionne la laïcité dans sa constitution, c'est le Portugal. En tous les cas, le terme est rarement utilisé avant le XVIe siècle et le concept de laïcité apparaît seulement à partir de 1871 grâce à la Commune. Donc, ce n'est pas la loi de 1905 qui initie la République à sa souhaitable vocation laïque. On présente sans cesse et effrontément cette loi comme la véritable pilier de la laïcité à la française. Pourtant, cette loi qui compte une petite vingtaine de pages déroulant 44 articles, dont 4 abrogés, ne comporte, comme je disais, aucune occurrence du mot laïque, ni même du mot laïcité. C'est quand même étonnant. C'est qu'en réalité, cette loi, elle ne s'imagine pas autrement que comme une conséquence ouverte par la loi de 1901 sur les associations. Le but de cette loi était absolument pas de définir ni même d'esquisser le concept de laïcité dans sa portée et ses effets, mais bel et bien de transformer les paroisses en associations cultuelles afin de cesser d'assurer la rémunération des officiants des cultes religieux et singulièrement donc celle des prêtres catholiques résultant du concordat napoléonien de 1801, toujours en vigueur. Alors, sur les 40 articles de la loi de 1905 demeurés effectifs, 21 concernent exclusivement des salaires, des inventaires, de la propriété de biens, de l'usufruit foncier, des subventions, des impôts. Il s'agit de l'essentiel des titres 2 à 4 de cette loi qui en compte 6 et dont le 6e, intitulé « Dispositions générales », concerne que des blablas juridiques. Alors, c'est pas pour rien qu'on cite seulement les 2 premiers articles de cette loi, en allant d'ailleurs rarement plus loin que la première phrase du 2e et en annonnant bêtement. En réalité, cette loi est en rien une véritable loi sur la laïcité, mais essentiellement un acte notarial qui, faute de mieux, demeure une trop vague tentative de brouillon d'esquisse, bien en deçà des exigences ici nécessaires à formuler. Là, il y a, pour les... le personnel juridique courageux, là, il y a un chantier. Là. Donc, en conséquence, il paraît important d'examiner au passage une question. La constitutionnalisation des 2 premiers et seuls célèbres articles de la loi de 1905 suffirait-elle à adéquatement enchasser le concept de laïcité dans la loi fondamentale française? Alors, non seulement, selon moi, la réponse n'est pas oui, mais en plus, elle est non. Étant donné cependant la réelle détresse morale dans laquelle vivent les populations d'Alsace et de Moselle, où précisément la loi de 1905 ne s'applique pas, je m'en voudrais de passer sous silence les articles 41 et 42. Non, je m'en voudrais de passer sous silence quelques troublants articles du titre 5 intitulé « Police des cultes ». Et là, j'avais prévu d'en parler, mais c'est trop long. Et puis je vous laisse aller voir ça par vous-même, mais c'est quand même assez loin de la laïcité, cette affaire-là. Et les articles abrogés, c'est les articles 41 et 42 en 73, l'article 30 en 2000 et 11 en 2011. Rien que la République ne reconnaît, ni ne salarie, ni ne subventionne aucun culte,
C'est faux. Quand tu vois ce qu'on donne aux boîtes privées, aux écoles privées. Eh ben, c'est ça qui est hypocrite. Ouais. C'est-à-dire, on va pas salarier les prêtres ou les officiants, mais on va subventionner les écoles privées où ces cultes se maintiennent. Et dans ces écoles-là, de quoi ils sont privés? Ben, ils sont privés de laïcité, justement. Et l'État va les subventionner, Ah ouais, donc ce qui est hypocrite. C'est complètement Plus, hypocrite. Et tu as parlé des concordats, c'est important. Ouais, On est encore là. on en est encore là. Et puis, par exemple, on pourrait dire aussi que, par exemple, en prison, c'est pas idiot que non plus quand même que l'État salarie des officiants religieux en prison. Il y en a besoin. Autant musulmans, catholiques, protestants. Il y a un chantier là. Il y a un député de Moselle qui proposait ça, qu'on étende à ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en Alsace et en Moselle, les officiants religieux, ils sont toujours salariés par l'État. Mais il n'y a pas les musulmans. C'est-à-dire, pour les protestants, les catholiques et les juifs, ça marche, mais il n'y a pas les musulmans. Donc, il faudrait mettre ça à jour aussi. Il y a un chantier, là, il y a un vrai chantier. Cette loi-là, elle est insuffisante. Elle ne suffit pas à dire que la République est laïque. Elle n'est pas laïque. C'est pas vrai. Ensuite, vas-y, continue. Article 1er, vas-y encore. Bon, voilà, en 2008, on a rajouté... La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles. C'est pas se foutre de la gueule du monde, ça? Quand même. Quelle loi, depuis 2008, a favorisé quoi que ce soit et en quoi? À l'Assemblée nationale, il y a la parité. Au Sénat, il y a la parité. Dans les entreprises, il y a... C'est vraiment du foutage de gueule, ça. Ensuite, est-ce que la République, elle est démocratique? Bon, voilà une bonne question. Ah ouais, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. On commence par le chef de l'État. Ouais. Là, il s'agit d'une vaste question qui remonte à l'Antiquité, et il ne suffit pas d'affirmer une supposée évidence pour qu'elle soit vraie. Il faudrait, pour en être convaincu, d'abord s'entendre sur une définition précise du mot démocratique. Et là, on a une grosse partie de la difficulté, parce que d'un côté, on a des pratiques politiques réelles, qualifiées de démocratiques, et de l'autre, on est face à un idéal quasi intuitif qui n'est pas précisément défini. Alors, j'ai trouvé un livre qui donne une piste qui est intéressante. C'est ce livre-là de Robert Alan Dahl, qui s'appelle Homme démocratie. Et lui, là, il est mort aujourd'hui, ce type, mais il détenait la chaire de sciences politiques sur la démocratie à l'université de Yale aux États-Unis. Et lui, donc, il définit... Tu peux y aller. C'est intéressant, mais ça reste quand même une vision très américaine des choses. Donc, il définit 8 critères, lui, qui sont nécessaires pour qu'on croie qu'on est dans une véritable démocratie représentative. Donc, il n'appelle pas ça démocratie parlementaire comme on pourrait le faire en Europe, parce que le système américain, il n'est pas qualifié de démocratie parlementaire, mais plutôt de système présidentiel. Donc, il dit, cette liste, donc le droit de vote, le droit d'être élu, le droit pour les leaders politiques de se livrer à une compétition pour obtenir le support et le vote des électeurs, l'existence d'élections libres et équitables, la liberté d'association, la liberté d'expression, une liberté d'information garantissant l'expression pluraliste et équitable des opinions politiques. Là, on voit bien que là, on commence à voir nous, on a des problèmes aujourd'hui avec ça. Et l'existence d'institutions permettant de mettre en œuvre des politiques publiques émanant des choix opérés par le vote. Donc, cette liste, à mon sens, elle demeure trop courte parce qu'un Athénien, par exemple, chez les inventeurs de la démocratie, un Athénien de l'époque classique, lui, il s'en étonnerait parce qu'il constaterait que l'absence du hasard dans le schéma de fonctionnement... Un Athénien de l'époque classique s'en étonnerait fort d'ailleurs. L'absence du hasard dans le schéma de fonctionnement priverait ainsi le système de son principal recours purement démocratique. Parce que dans l'Athènes classique, par exemple, la boulée ou les tribunaux, ils sont tirés au sort. L'équivalent à Athènes de l'Assemblée nationale est entièrement tiré au sort.
C'est pas des gens élus, quoi. Donc les inventeurs de la démocratie dans l'Athènes classique avaient bien compris l'astuce méritoire du hasard qui compense les inégalités et lisse les récriminations par l'espoir ultérieur. Ils l'ont même matérialisé par un engin extraordinaire portant le nom de clérothérion et qu'on va voir après. Une machine servant à attribuer ou non au hasard une charge publique à un citoyen pour une durée déterminée, qui n'excédait pas 1 an pour la plupart des magistratures et servait aussi chaque jour pour désigner les jurys des tribunaux. Donc sur environ 800 charges civiles à pourvoir chaque année, seule une quinzaine faisait les frais d'élection, c'est-à-dire les charges qui nécessitaient une compétence particulière. Mais il n'y en avait pas à la Boulay, par exemple, qui est l'équivalent de nos députés. Donc, bref, les 8 critères si haut mentionnés demeurent insuffisants dans la mesure aussi où ils occultent leur point de démarrage d'analyse. C'est-à-dire, ils sont déjà pensés à l'intérieur d'un système politique déterminé qui est celui d'un bipartisme quasi bicentenaire. Il s'agit également d'une vision étriquée de la démocratie dans la mesure où toutes les classes sociales ne sont pas représentées par des partis. Donc, et encore moins par de grands partis. En effet, les plus démunis sont représentés nulle part, et même à l'extrême gauche, on parle nécessairement des travailleurs, exploités certes, mais travailleurs néanmoins. On ne trouve pas de parti pour représenter, par exemple, les bénéficiaires des minima sociaux, ou les chômeurs, ou les autres, sans capacité d'obtenir une rémunération, pas de représentation politique sous forme de parti. Tel est le constat accablant dans toutes les prétendues démocraties modernes. Mais cette liste représente tout de même un excellent point de départ. Dans l'ensemble de ce qu'on a pour coutume d'appeler les démocraties occidentales, en y intégrant la plupart du temps la Corée du Sud, Taïwan et le Japon, on fait généralement assez attention aux 5 premiers critères. C'est à partir du 6e que ça se corse. Ces dernières années, les lanceurs d'alerte l'ont, il me semble, assez bien compris. La liberté d'expression n'a rien de garanti. Quant au critère 7, une liberté d'information garantissant l'expression pluraliste et équitable des opinions politiques, là, en amont de la liberté d'information garantissant l'expression pluraliste et équitable des opinions politiques, il convient prioritairement d'examiner le plus gros défaut de toutes les prétendues démocraties du monde. Ce défaut de fabrication originelle, c'est tout simplement que les promesses et les engagements électoraux n'engagent que celles et ceux qui les reçoivent et jamais celles et ceux qui les émettent. Pour être plus précis, dans l'état actuel des choses, n'importe quel bonimenteur, et d'ailleurs également de plus en plus n'importe quelle bonimenteuse, peut promettre absolument n'importe quoi, être élu pour ensuite faire exactement l'inverse ou rien, et ne jamais rencontrer aucune autre sanction que celle imposée par l'élection suivante. C'est-à-dire que, finalement, dans le système tel qu'on le connaît, on appelle les plus gros menteurs. On favorise les plus gros, les plus habiles menteurs. Et on se retrouve avec ça, d'ailleurs. On peut dire les menteuses aussi. Et les menteuses aussi. Donc là, la machine a tiré au sort des Athéniens. Vas-y, ça ressemblait à ça. Donc, les noms sont sur ces petites plaquettes, là. Et puis, en fait, dans le tuyau qui passe sur le côté, on mettait des boules et ça sélectionnait une rangée par rangée ou pas. Et donc, ils pratiquaient ça tous les jours. Et nous, pour pratiquer le tirage au sort, on aurait quoi, nous, qui ressemblerait à ça? Les bouliers du loterie. Si c'est crédible octroyer des millions, ça pourrait tout à fait être aussi crédible pour octroyer des mandats de députés ou de sénateurs. Alors, sauf que chez les Athéniens, c'était quand même la haute société qui était tirée au sort, la plèbe et les femmes étaient... Ouais, ça là-dessus, effectivement, la haute société, je ne sais pas, en tout cas les citoyens, ceux qui avaient des droits civiques. C'est sûr que leur système est très différent du nôtre. Par exemple, eux, les Athéniens, c'est pas un pays. C'est une ville capitale d'un empire, finalement. Une ville qui s'est constituée un empire. Hein. Donc, il y a plein de différences. Mais en fait, ce qu'ils considèrent comme crédible, comme étant de la démocratie parmi les citoyens, peut nous inspirer. On ne peut pas copier ce qu'ils font, mais on peut s'en inspirer. Et en fait, l'un des fondements de leur démocratie, c'est le tirage au sort. Nous, on n'en a pas de ça. Nous, à la place, on a n'importe qui peut dire n'importe quoi puis faire l'inverse après. Là, eux,
c'est pas comme ça que ça se passe là. Le type qui fait mal sa charge, il peut être jugé, mis à mort. Je veux dire, c'est quand même très très sérieux leur histoire. C'est Et dans le tentant, hein. système, le tiré au sort peut refuser ou il a obligation? Bah là, si au lieu de refuser, ce qu'il fait, le type, c'est qu'il vient pas mettre sa plaquette dans la machine. Ouais. Voilà. Mais comme c'est des charges rémunérées, il y en a plein que ça intéresse quand même. Donc on aurait tout le Front National, là, le RN. Majoritairement, ça ferait quoi? Oui, c'est ma question hein, sur l'histoire Des plaquettes? des plaquettes, enfin du tirage au sort. Pourquoi il serait une majorité? Bah pourquoi non? Mais tu dis, tu dis que ce sont des gens volontaires, hein, Intéressés. Ouais. intéressés, bah tu imagines. Bah, Bah, c'est pas dit qu'il y pourquoi en il y ait aurait plus pas chez plus eux que chez nous. Ah bah, Ouais, Là, pour c'est avoir le clair que- pouvoir. C'est clair que c'est le sujet hein, de oui. mettre le pouvoir dans les mains de ceux qui veulent pas. En fait, est-ce qu'on est obligé de s'inscrire pour faire partie de Le RN, avant qu'ils mettent les plaques, il faut qu'ils comprennent comment ça marche. Enfin, moi je trouve que c'est un danger aussi, hein, faut voir comment ça peut fonctionner. Ben, Bah. regarde pour la convention sur le climat, Ça, super bien. ça a quand même super bien marché. Hein. Ouais, c'était un bon hasard. Tu peux tomber sur un mauvais hasard. Non, mais après, si tu tires au sort quelqu'un qui veut pas le faire, là, Pour par nous, exemple, un bon hasard pour moi. quand on tire la boulet, il y a un examen qui s'appelle la dokimasie. Quand quelqu'un est tiré au sort, avant qu'il soit accepté à la boulet, par la dokimasie, c'est-à-dire un examen, on regarde si c'est un bon citoyen, s'il a fait son service militaire, son effet bi, on examine plusieurs critères. Les criminels, on les prend pas. Alors, je connais... Regarde, les cours d'assises, c'est aussi des gens qui sont tirés au sort. Oui, et c'est très Il bien. peut y avoir des grandes différences entre les différentes cours. Non, mais pourquoi on compte... Pourquoi tu penses qu'il y aurait plus de tirants au sort? Ça elle veut pas serait dire ça. supposé que Au les gens qui C'est s'abstiennent. pas ce qu'elle veut dire. Elle veut dire que les gens mettraient plus de candidatures. Il y aurait plus de... À la base, je sais c'est pas ce que ce qui disait permet. Simon en fait. Ah, tu crois que c'est... Ouais, pour que ce soit vrai ou pas, je sais pas, mais je pense que ce que disait Simon, c'est le cœur, c'est-à-dire probablement que s'il y avait un système à inventer en s'inspirant du tirage au sort athénien, probablement qu'il faudrait essayer que dans le système, de mixer. on puisse amener au pouvoir des gens qui n'en rêvent pas tout le temps, quoi. Ouais, ouais. Et donc, ce qui revient à la toute première question qui était posée par Bernard, c'est que dans ce cas-là, il faudrait que les gens puissent dire non aussi, quoi. Si on tire au sort sur n'importe Ah ben, c'est-à-dire que si on tire au sort quelqu'un qui veut pas faire ça, Voilà. eh ben, il faut qu'il puisse ne pas le faire. Voilà, c'est ça. Ben ouais, Donc, ça c'est sûr, c'est la moindre des choses. Comme là, à Athènes, le type qui veut pas faire ça, il met pas sa plaquette dans la machine. Mais bon, c'est... Pour les plein de- jurys d'assises, en théorie, t'es obligé. hein. Oui, moi j'ai été tiré peux pas au sort refuser. Tout à une fait. fois. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ah ben ça je... Il faut Sauf, être très sauf malin. cas, Faut au moins avoir Non mais un ce que je veux menteur. pointer, c'est qu'on sait pas d'habitude, c'est que les inventeurs de la démocratie ils comptent énormément sur le tirage au sort. Tu penses qu'on ne sait pas peut-être? Ouais. Ouais. Ben, pour les cours d'assises, pourquoi on tire les jurés dans les cours d'assises? C'est parce que... Non, Non mais C'est l'histoire de la responsabilité. Hein. Non, mais c'est-à-dire Simple, que les jurés tirés au sort, ils sont beaucoup plus à même de prendre en compte les circonstances atténuantes Ouais. que des professionnels Ça, c'est qui marrant. vont voir Ouais, à c'est chaque incroyable. fois, qui vont devenir beaucoup plus cliniques Ouais. et qui vont avoir une propension à condamner beaucoup plus facilement. C'est-à-dire qu'après, des jurés tirés au sort qui sont amateurs, ils vont pouvoir plus se mettre dans la peau finalement des gens qui jugent. Et, enfin, moi, il me semble que le... je dis d'où je parle, hein. Moi je suis un convaincu absolu que le tirage au sort est nécessaire à la définition même de démocratie, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que il me semble que c'est être en dessous de la main de juger l'intérêt du tirage au sort sur des histoires d'efficacité ou de représentativité, justement. En fait, c'est un truc de principe, en fait. L'idée du tirage au sort, c'est le principe de base, c'est tout le monde. Alors, tu as raison, à Athènes, pas les femmes, pas les esclaves, mais bon, dans Pas le les principe, métèques. c'était Ouais. tout le monde peut exercer le pouvoir. Démocratie. Le pouvoir, quoi. Le vrai, c'est celui de On va prendre en des pas décisions. le dénoncer. Donc ça veut dire que si tout le monde peut, en fait, tout le monde peut. Ben, le tirage au sort, Le tirage au sort, il ça nous va permettrait d'obtenir des assemblées qui sont paritaires
représentative, comme absolument pas... là, c'est pas le cas, c'est pas du tout le cas. Là, on a une majorité d'hommes, et puis, bon, on va en reparler plus loin, mais... À ceci près que si il y a quand même une catégorie, enfin, s'il y a quand même un filtre, il faut le vouloir pour être tiré au sort. Toutes les sociologies ne veulent pas le pouvoir. Oui, attends, la question c'est... C'est intéressant, mais à la fin, je pense qu'il va falloir discuter de la propension de tirage au sort entre parmi une liste de gens qui veulent et qui ont une idée de ce qu'ils ont envie de faire, et un tirage au sort total, vraiment aléatoire sur même n'importe qui dans la population, et cette liste-là, eux, ils ont le droit de refuser à la fin. Ce qu'on reproche la plupart du temps, le premier reproche qui est émis concernant le tirage au sort, c'est qu'on va se retrouver avec des incompétents. Comme si le système actuel nous prémunissait de ça. Franchement, c'est pas du tout le cas. Et puis ensuite, si franchement, l'ENA, qui a été créé juste après la dernière guerre, le but c'était d'apporter de la compétence aux fonctionnaires publics. Pourquoi on les formerait pas, les gens qu'on tire au sort, avant de les envoyer au front? On pourrait tout à fait les former, on pourrait tout à fait leur apporter la compétence dont ils vont ensuite avoir besoin et dont on va profiter nous. Ça pourrait tout à fait s'imaginer comme ça. Oui, ça veut dire qu'on n'aurait plus d'affichage à faire pour celui qu'on aime, quoi. On n'a plus rien à faire, puisqu'il y a tirage au sort. C'est ceux qui nous importent et qu'on aimerait voir. Non, mais là, moi, j'ai vraiment un souci avec ça, mais il faudrait qu'on discute. Tu fais de l'éducation populaire et tu essayes de convaincre les gens. C'est la fin de la personnification, pas la fin des idées, quoi. C'est une inversion du calendrier, si tu veux. Mais là, on anticipe sur le... Oui, on anticipe sur... Ouais. Donc, vas-y... Jean-Claude. Ah oui, bon, social, c'est compliqué ce mot-là, social, parce que la République sociale, alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement maintenant? Est-ce que ça veut dire, disons que c'est ni vrai, ni faux, ça peut être interprété de différentes manières. Est-ce que c'est social dans le sens de la sécurité sociale? Est-ce que la République, elle est socialisante? Est-ce qu'elle est sociale dans le sens sociétal? C'est un mot encore là qui me paraît aujourd'hui un peu flou. Et ensuite, l'organisation de la République est décentralisée. Là, on se fout pas de notre gueule, là. Là, quand même. Bon, effectivement, l'état civil est à Nantes. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, s'il y a un pays centralisé, c'est bien la France. Et le problème, c'est pas que ça soit centralisé, c'est que ça soit centralisé à Paris et depuis si longtemps. C'est ça notre problème. Bon, ça m'énerve, ça m'énerve. Quand en pleine face comme ça, que la Constitution, elle te crache à la gueule des niaiseries, l'inverse de la réalité, quoi, c'est super choquant. Ensuite, passons au titre premier. Alors là, celui-là, il vaut bien le détour. Titre premier qui s'appelle « De la souveraineté ». Moi, je dirais c'est de la souveraineté et 2-3 autres trucs connexes, là. Donc, par exemple, à l'article 2, alors, la langue de la République est le français. Ben alors, on est content de savoir ça. L'emblème national est le drapeau tricolore. L'hymne national est la Marseillaise, la devise de la République est liberté, égalité, fraternité, son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, à cette suite de la palissade, on aurait pu ajouter que la date de la fête nationale est le 14 juillet, que la France utilise le système métrique, ou que son onomatopée est cocorico. On aurait pu. C'est comme... la souveraineté, c'est ça. Franchement, quelle niaiserie. Et là... j'ai mis des articles de 3 déclarations des droits de l'homme différentes, là, 89, 93, 95, et puis on essaye là-dedans de définir la liberté. Bon, c'est une bonne piste, mais il me semble que ça suffit pas de considérer que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. Donc, ce qu'en général, on ne sait pas en France, c'est que la fraternité, par exemple, c'est pas la Révolution française qui l'apporte, c'est la Deuxième République. La fraternité, elle est ajoutée à la devise de la France, de la République en 1848. Et ce sur quoi je voudrais réfléchir, là, en premier, c'est que, pour moi, cette devise, elle est à l'envers. C'est-à-dire que si la liberté s'entend ici comme étant la possibilité de tout faire ce qui ne nuit pas à autrui,
Ça signifie d'emblée qu'au travers de ce concept, le concept de liberté, j'entrevois déjà autrui comme une personne qui pourrait me nuire et à qui, de même, je pourrais nuire. Ça ne représente pas un très bon point de départ pour les relations humaines, car ces relations se retrouvent alors entamées sous le signe de la méfiance. Ensuite, cette liberté projetée dans l'égalité va nous transformer en un groupe d'individus essentiellement censés ne pas se nuire les uns aux autres. Et partant de là, on serait supposé aboutir à la fraternité. Bonne chance. À mon sens, cette devise, elle est à l'envers parce que... Comment ? C'est tout ce que les garçons, la fraternité. J'y arrive. À mon sens, cette devise est à l'envers parce que son ordre même suppose une progression d'un concept vers celui qu'il suit. Il me semble que si on commençait plutôt par la fraternité, on pourrait alors aisément, presque naturellement, se considérer tous comme égaux, puisqu'on n'envisagerait plus autrui de facto comme une personne pouvant nuire à nos droits et possibilités. Alors on aboutirait non moins naturellement à la liberté, car fraternellement, on trouverait tous normal qu'il faille ne pas se nuire les uns aux autres. Tout simplement, rien de plus, rien de moins. Ensuite, c'est là que j'arrive à ce que tu disais, c'est que la République, qu'est-ce que c'est à la base ? La République, c'est un état de droit, un ensemble de règles institutionnelles et normatives. Elle peut certes valoriser la fraternité, elle peut en faire même la publicité par son inscription sur des monuments et autres, mais elle peut en aucun cas la décréter puisqu'il s'agit d'un sentiment qui porte d'ailleurs en lui-même une ombre masculine, ce qui n'est pas tellement bien vu de nos jours. C'est-à-dire que ça restreint la fraternité, elle se retrouve restreinte à la moitié des gens. En revanche, elle pourrait beaucoup plus aisément décréter nécessaire, voire obligatoire, la solidarité. Ça, en droit, ça peut marcher. Et la solidarité qui représente, elle, un pertinent prélude à la fraternité, cette fois traduisible en termes de droit. On pourrait également considérer que la République trouverait avantage à remplacer le concept d'égalité par sa cousine moderne qui est l'équité, qui, elle, permet de mieux prendre en compte les différences entre les individus plutôt que de les traiter comme s'ils étaient tous identiques. Très bien. Au moins dans nos esprits, on pourrait tout à fait imaginer une nouvelle devise de la République qui serait donc solidarité, équité et liberté, dans cet ordre. On ne peut pas franchement dire que la République ait apporté jusqu'ici la liberté, l'égalité et la fraternité où que ce soit. En Afrique, en Indochine, en Corse, en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, en Martinique, peut-être à Saint-Pierre et Miquelon, il faudrait leur demander. Oui, peut-être. Mais c'est probablement difficile à accepter, mais dans les faits, depuis 1875, ce que la République française a apporté de par le monde, c'est bien plus crédiblement un pillage systématique des richesses, la dictature, l'oppression et la misère que la liberté, l'égalité et la fraternité. Bon, j'y vais un peu fort. Hein. Ouais, c'est chouette. Ouais. Donc, ensuite, on va s'attaquer à Donc, le principe de la République, c'est censé être gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, ça viendrait au départ de Périclès. Ça aurait été repris par Abraham Lincoln dans son address de Gettysburg en 1863, mais lui-même, il l'avait repris d'un autre type, Daniel Webster en 1830, qui lui avait une autre formulation bien plus intéressante. Donc, son principe, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Au départ attribuée à Périclès, puis reprise par Abraham Lincoln, cette formule définit l'essence même de ce que devrait être toute démocratie. Pour le peuple, ça signifie dans son intérêt. On pourrait donc dire gouvernement du peuple, par le peuple et dans l'intérêt général. Il faut savoir qu'au départ, cette maxime est attribuée à Périclès lui-même et elle est ensuite rendue célèbre par Abraham Lincoln. Il l'aurait en fait emprunté à Daniel Webster qui, dans une autre adresse, parle, lui, en 1830, soit 33 ans avant Lincoln, d'un People's Government made for the people, made by the people and answerable to the people. On peut donc constater que la quatrième partie est manquante chez Lincoln, comme elle l'est d'ailleurs dans la Constitution française, malheureusement. Si donc la Constitution se lie à cette maxime pour définir son seul principe de démocratie, c'est que malgré tout, elle doit avoir une certaine portée, un certain intérêt référentiel. Gouvernement du peuple, de toujours, ça on peut parfaitement le concéder, le peuple, il est gouverné. Par le peuple, si on examine de près la représentativité réelle du personnel politique en place, c'est beaucoup plus difficile à cautionner. À l'Assemblée nationale, par exemple,
pour prendre un exemple, la représentation paraît pas très représentative du peuple qu'elle est censée représenter dans son ensemble en termes de genre, d'origines ethniques, d'âge. Donc, en ne s'intéressant qu'aux catégories socio-professionnelles pour se montrer sociologiquement prudent, on peut constater que de mandature en mandature, on se retrouve toujours systématiquement en présence d'environ une moitié de fonctionnaires. Bon, je ne souligne pas cette évidence pour remettre en cause le fait que des fonctionnaires puissent pas être d'excellents députés, mais tout de même, la moitié de la population n'est pas fonctionnaire, à ce que je sache. Ensuite, toujours de mandature en mandature, on retrouve tout aussi systématiquement avec à peu près un tiers de professions libérales. Le tiers de la population n'exerce pourtant pas non plus dans les professions libérales. Donc, à la fin de ce bref décompte, qu'on pourrait encore largement détailler, on retrouve un petit cinquième des députés supposés représenter tout le reste de la société, soit en réalité la majeure partie de la population. Dans les faits, le personnel politique en place, présumément décidant, est composé pour l'essentiel de gens qui sont dans la quasi-certitude de retrouver leur source de revenus à l'issue du mandat que leur situation de départ leur permet de briguer. Il s'agit dans une bien trop large mesure du principal critère pour faire de la politique. Donc, par le biais du très obsolète suffrage indirect d'élus qui, à leur tour, élisent d'autres anciens élus, l'Assemblée nationale se retrouve pour une bonne part à se dupliquer dans le Sénat en recrutant ses membres simplement à un stade plus avancé de leur carrière. Si l'Assemblée nationale ne se duplique pas exactement dans le Sénat, c'est que d'une part, le Sénat ouvre aussi sa porte à d'autres types d'élus que des députés, et que d'autre part, la couleur majoritaire de son électorat, c'est-à-dire ce qu'on appelle les grands électeurs, c'est des délégués des petites mairies, hein, c'est à peu près 80 000 personnes, si ma mémoire est bonne, et puis c'est surtout des délégués de petites mairies, des petits maires, des petits adjoints de petites mairies. C'est beaucoup de gens de la campagne, c'est en général des gens assez conservateurs. Et donc, son électorat, il fait en sorte que l'appartenance au clan conservateur, donc à la droite, se trouve très nettement favorisée. Donc, gouvernement du peuple, oui, bien sûr. Par le peuple, plutôt franchement non. Et quant à savoir si c'est pour le peuple, donc suivant son intérêt global, ce qu'on a pour coutume d'appeler l'intérêt général ou le bien commun, on peut, dans ces conditions, demeurer assez sceptique. Le peuple étant pas aux manettes, difficile de percevoir comment son intérêt pourrait être le guide des opérations. Et juste pour préciser, donc le fameux Daniel Webster, c'est un homme politique américain, 1782-1852, et qui était un grand orateur qui a essayé de jouer un rôle important avant la guerre de sécession qu'il souhaitait éviter. Donc ça se précise. Answerable to the people, c'est le... Oui, et ce qui manque, lui, ce qu'il avait ajouté, c'est answerable to the people. Nous, on n'a pas ça. Entre autres, c'est le RIC, par exemple. Le RIC... Non, mais c'est un exemple. Oui. Answerable, c'est-à-dire celui qui doit des comptes au peuple. Qui doit des comptes, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas qui doit des comptes, mais que le peuple puisse obtenir. Exactement. Nous, on n'a pas ça. Et alors que c'est probablement la partie la plus importante de la devise. Ouais. Donc, ensuite, là, je suis allé un petit peu dans le détail pour le début. Là, ça va être moins le cas. Je veux juste traduire les titres de façon à ce qu'on comprenne de quoi il s'agit exactement. Donc, vas-y. Donc, on pourrait dire, là, dans le titre 2, on parle d'un roi sans l'hérédité. C'est carrément ça. Donc, dans le titre 3, de quoi ça parle? Ça parle de l'omnipotence du pouvoir exécutif. Le titre 4, c'est comment est neutralisé, finalement, le pouvoir législatif par le pouvoir exécutif. Ça se poursuit dans le titre 5, de la subordination du pouvoir législatif au pouvoir exécutif. Après, des traités et accords internationaux, c'est encore la même chose, de l'encadrement des traités et accords internationaux par le pouvoir exécutif, qui est partout dans cette Constitution, évidemment.
Le Conseil constitutionnel, je pense que ça... Là, j'ai pas osé le traiter parce que ça mérite franchement un épisode à part, parce que c'est un gros morceau, mais là, il n'y a rien qui va là-dedans. Hein. Évidemment, le Conseil constitutionnel, c'est pas de conseil dont on a besoin. Là, on a besoin de jugement, on a besoin d'une cour. Et puis, la nomination des membres de cette cour aujourd'hui n'est pas du tout adéquate. Ouais. Là, ça colle bien à l'actualité, mais je veux dire, Richard Ferrand, il avait fait en sorte qu'Alain Juppé soit nommé au Conseil constitutionnel. Alain Juppé, c'est un repris de justice. Hein, je veux dire, on est vraiment au niveau droit constitutionnel, on est la risée de l'Europe. Ferrand aussi, d'ailleurs. Comment ? Ferrand, pareil. Ferrand, pareil. Donc, de l'autorité judiciaire, donc c'est pareil, là, ce qui est à remarquer ici, c'est qu'on parle d'autorité judiciaire et non pas de pouvoir judiciaire, parce que le pouvoir judiciaire, il n'est pas autonome. Il s'agit d'une autorité judiciaire, et si c'est une autorité judiciaire, c'est parce que, finalement, c'est le pouvoir exécutif qui va l'exercer, cette autorité. Et ça, pareil, il faut tout changer là-dedans. Donc la haute cour, là, c'est pareil, ça n'a jamais servi, ça ne servira jamais à rien, c'est de la merde. De la responsabilité pénale des membres du gouvernement, là, ça, c'est une réforme qui est arrivée à partir de 1993 et qui permet finalement à la caste politique de jamais être inquiétée pénalement, de jamais être responsable de rien. Ça, c'est pas de la merde, c'est de la surmerde. Ça, il faut vraiment sortir de ça. Gros chantier. Donc ça, c'est malheureux. Le Conseil économique, social et environnemental est inutile. Il est surtout inutile. C'est vraiment son plus gros qualificatif, malheureusement, c'est d'être inutile, parce que l'idée n'est pas mauvaise à la base. Ensuite, le défenseur des droits, lui, pareil, il est nommé par l'exécutif. C'est un peu l'équivalent de l'ombudsman des Suédois. Mais bon, on a encore l'ombre de l'exécutif. Là, c'est pas normal que ce soit l'exécutif qui nomme cette personne. Comment ? Il n'y a aucun pouvoir. Ouais, en plus, franchement, dans les faits, je ne me suis pas assez penché. Est-ce que ça sert à quelque chose dans les faits ? C'est pas garanti, ouais. C'est loin d'être sûr. Et puis, s'il est nommé par l'exécutif et que finalement, dans le cas des plaintes, on se retrouve à se plaindre contre l'exécutif, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être classé sans suite. Ça aussi, gros chance. Il y a des préconisations qui sont en général vachement bien. Hein. Ah oui ? Ah oui, ah ouais, c'est vrai, je ne connais pas assez. Mais par contre... Comment ? Tout le monde peut le saisir et se faire conseiller directement. Mais ça a des conséquences ensuite ? Ça sert vraiment à quelque chose ? On entend souvent son avis, ouais. Mais voilà. Concrètement, ça n'a pas de conséquences. Ah. Enfin, elle fait des préconisations et si personne ne les suit, ça ne sert à rien. Un peu comme la Cour des comptes, qui n'est pas une cour. Après, c'est du... La Cour des comptes, elle fait des préconisations. La Cour des comptes, c'est pas une cour. Hein. C'est-à-dire tu peux tenir compte de ses avis ou pas en tenir compte, et la plupart du temps, on n'en tient pas compte. Hein. C'est qu'en fait, le défenseur des droits, c'est pour donner une caution un peu... on défend vos droits, mais en fait, vu que ça n'a pas de pouvoir... C'est un peu comme la charte de l'environnement. On fait semblant qu'on en a une et que le principe pollueur-payeur est posé, mais c'est pas le cas. Donc, encore là, chantier. Là aussi, tu avances la diapo ? Tout à fait, bien sûr. Ouais. Vas-y encore. Encore. Ok. Oui, vas-y. Non, attends. On l'avait pas vu ça. La collectivité territoriale. Bon, c'est pareil. Les collectivités territoriales, tout ça dans les mains du pouvoir exécutif, alors que ça devrait pas. Donc, alors là, ça très très choquant. Ça. Vas-y. Donc on a des dispositions transitoires qui sont quand même plus que trentenaires. Transitoires, normalement, c'est rapide, ça. Là, quand ça fait 30 ans, on a bien quelque chose. Puis là, la situation là-bas, on voit bien ce que ça donne. Hein. Là aussi, gros chantier. Hein. Alors ça, oui, de la francophonie des accords d'association, là... c'est réglé en une phrase, et la francophonie, on s'en tamponne. En tout cas, la Constitution, elle s'en tamponne. De l'Union européenne, donc c'est pareil, de la mainmise
du pouvoir exécutif dans la transposition des textes législatifs de l'Union européenne dans le droit français depuis 2008. De la révision, donc ça pourrait aussi s'appeler de la révision constitutionnelle entièrement confiée à l'assentiment de la droite, puisque pour réviser la Constitution, il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat procèdent sur le même texte, et le Sénat est toujours à droite. Donc, si la droite veut, on modifie la Constitution, si elle ne veut pas, on ne la modifie pas. Ensuite, vas-y, déroule. On arrive... caractéristiques notoires du texte. Alors, c'est pas exhaustif, hein. J'ai pris des trucs qui me choquaient plus que d'autres. Donc, on va commencer par aller à l'article 16, qui est l'article le plus épouvantable de toute la Constitution. C'est épouvantable. J'en reviens pas. Ça, quand tu découvres ça, tu tombes de ta chaise. Et tu as la mâchoire du bas sur les genoux. Pour parler de l'article 16, il faut quand même mentionner l'article 15, qui est en quelque sorte une prémisse de l'article 16, et qui dit que le président de la République est le chef des armées, et il préside les conseils... Tu l'avais là? Là? Ouais. Qui dit que le président de la République est le chef des armées et préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale. Moi, je comprends que l'armée, c'est une structure hiérarchique, il faut un chef en haut. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que si tu as le président de la République de ton bord, c'est-à-dire que tu es, par exemple, je sais pas, tu es la Russie, puis tu dis au président de la République, tu le coinces, on va tuer tes enfants, ou tu le corromps et tout, ça entraîne toute notre armée. C'est complètement... Pourquoi c'est pas le Parlement, le chef des armées? Pourquoi ce serait le président? Ça, c'est une connerie, ça. Ça, c'est une connerie, ça. Et puis, on va voir les effets de cette connerie. On va les voir là. Donc, l'article 16. Alors, lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire, l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Donc là, il y a quand même... Oui, alors ici, il y a beaucoup de choses à dire. Il s'agit ni plus ni moins ici que de l'instauration d'une dictature constitutionnelle temporaire. C'est cet article même qui transforme le peuple français tout entier, sinon en peuple aliéné, en tout cas en peuple constitutionnellement arriéré, en peuple non éclairé par son histoire, mais plutôt dramatiquement enchaîné à elle. C'est par cet article que la République dévoile sa véritable archaïque et délétère filiation idéologique. Cet article 16 et sa frauduleuse prémisse, l'article 15, ramènent la France 2000 ans en arrière, directement à la République romaine et à sa dictature périodiquement jugée nécessaire jusqu'à ce que Rome accouche de l'Empire pour enfin régler définitivement le problème. Le général a lui-même eu recours à cet article à 2 reprises en 1958. On lui a d'ailleurs passablement reproché, et à juste titre. La menace d'un recours à l'article 16, dont la mémoire était alors encore relativement fraîche, a également été brandie en 1968. Beaucoup plus près de nous, sous la présidence Hollande, la menace s'est à nouveau fait jour sous le couvert d'une véritable... Oh. Ça s'est tout mis en noir. Oula, j'ai peut-être allé trop fort là. Sous le couvert d'une véritable guerre au terrorisme. On a évité de peu l'application de l'article 16, essentiellement parce que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics n'était pas interrompu. Une simple explosion d'une conduite de gaz à l'Assemblée, voire au Sénat ou à l'Élysée, aurait pu suffire à en décider bien autrement. C'est que ce pré-archaïque article 16 laisse une beaucoup trop grande part d'interprétation de la situation au président de la République. Tout comme l'article 15 lui offre une bien trop large prise sur l'armée. Si, évidemment, on ne peut pas nier que l'armée, voilà, je disais ça tout à l'heure, que soit un corps hiérarchisé nécessitant une franche autorité à sa tête,
il y aurait eu bien d'autres façons, et notamment des bien meilleures, de soumettre le pouvoir militaire au pouvoir civil que d'imiter le système états-unien. Ensuite, si on continue cet article, donc, après avoir informé le Premier ministre, les présidents des assemblées ainsi que le Conseil constitutionnel, le président en informe la nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel dans les moindres délais les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Donc, de toute évidence, l'article 16 est à abroger tant il pourrait s'avérer dangereux une fois dans les mains de fer d'une tête de con. Pour prendre ainsi le risque que son existence même fait courir. Pourquoi prendre ainsi le risque que son existence même fait courir? A-t-on tiré si peu de conclusions du dernier conflit mondial en date dans un pays qui continue pourtant à en parler tous les jours? Soit on pourrait postuler que s'il se trouve toujours dans la Constitution, cet article après 25 révisions, c'est que sa rédaction, rendue supposément nécessaire par les circonstances historiques auxquelles le général allait devoir faire face, a ainsi acquis une sorte de caractère sacré, le rendant pratiquement intouchable. Mais non, pas du tout. L'article 16 a esthétiquement été retouché lors de la dernière révision de 2008. On aurait alors tout à fait pu en profiter pour l'abroger. Comme le but des initiateurs de cette révision se trouvait bien ailleurs et que sans totalement faire l'impasse du danger, on ne voulait pas faire trop de vagues, on s'est contenté d'imposer à un tyrannosaure une laisse de caniche. Cet article est dangereux, donc, parce qu'il laisse une trop grande marge d'appréciation de la situation au président qui peut tout à fait être une simple marionnette, ça c'est vu. Que veut dire exactement l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels? Quelle institution, quelle partie au juste du fonctionnement régulier suffit à constater qu'il est interrompu? De quoi au juste ce fonctionnement ne peut-il absolument pas se passer pour qu'il puisse plus être qualifié de régulier? De quoi ou de qui au juste, à part le président de la République lui-même? Voilà, là, il manque l'intonation de la question. De quoi ou de qui au juste, à part du président de la République lui-même, ne peut-on se passer? Et puis la vacance du président de la République, c'est justement traité par les alinéas 4 à 11 de l'article 7. Donc, là, ça c'est l'ajout de 2008, c'est la laisse de caniche sur le tyrannosaure. Après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, 60 députés, 60 sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de 60 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. Donc là, ça n'en a pas l'air, ça, mais si, suivant la Constitution, le président de la République est tenu de prendre avis du Premier ministre, qu'il nomme, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel, il est en aucun cas tenu de suivre ces avis. En outre, pour ce qui concerne une durée de moins de 30 jours, s'il est tenu depuis 2008 de consulter le Conseil constitutionnel pour toutes les mesures qu'il prend, l'avis du Conseil constitutionnel demeure secret, à moins que le chef de l'État en décide autrement. En somme, la fabuleuse et sécuritaire retouche de 2008 revient à inciter un président de la République mal intentionné à instaurer sa dictature en moins de 30 jours ou à en obtenir 30 de plus en s'assurant une mainmise sur le Conseil constitutionnel par la nomination, la corruption ou l'intimidation de 5 personnes. 5 personnes pour faire basculer le destin d'un pays. Donc, c'est là où c'est le plus épouvantable, parce que cet article 16, Michel Debré et puis sa petite bande, là, ils ne l'ont pas inventé, ils l'ont trouvé ailleurs, ils l'ont trouvé dans la Constitution de Weimar, parce que cet article 16, il vient de l'article 48 de la Constitution de Weimar. Ben là, peut-être je vous laisse le lire, j'ai plus de voix. Non, le président du Reich peut
lorsque la sûreté et l'ordre public sont gravement troublés ou compromis au sein du Reich, prendre les mesures nécessaires à leur rétablissement. En cas de besoin, il peut recourir à la force. À cette fin, il peut suspendre l'exercice des droits fondamentaux garantis aux articles blablabla. Le président du Reich doit sans retard communiquer au Reichstag toutes les mesures prises en application du premier et du deuxième alinéa du présent article. Ces mesures doivent être abrogées à la demande du Reichstag. En cas de danger, le gouvernement d'un land peut, sur son territoire, prendre des mesures provisoires analogues à celles mentionnées à l'alinéa 2. Ces mesures doivent être abrogées à la demande du président du Reich ou du Reichstag. Les modalités sont fixées par une loi du Reich. Donc, alors, il faut ensuite bien percevoir que cet article, donc, il vient malheureusement pas de nulle part. S'il relie la République française à la dictature d'exception de la République romaine, il la relie aussi à quelque chose de beaucoup plus sombre encore et de beaucoup plus près de nous dans l'histoire. En effet, on retrouve... là, je l'ai déjà dit, ça. En effet, on retrouve un article tout à fait semblable, article 16 de la Constitution de la République de Weimar, à la rédaction de laquelle les Français de la Troisième République ont bien sûr notablement contribué. Il s'agit de l'article 48 sur lequel Hitler s'est bien sûr appuyé pour décréter son fameux, là, j'arriverai pas à le prononcer, Reichstag-Brandwehrverordnung. Pour ajouter à la dangerosité de cet article, comme si c'était bien nécessaire, il convient de noter qu'en cas de crise, même un président de la République officiant par intérim pourrait y recourir. De même, rien n'interdirait en cas de crise de recourir au référendum prévu à l'article 11 au risque de voir s'esquisser une dictature constituante. Et puis, c'est ça le plus drôle, dans l'éventualité d'une dissolution illégale de l'Assemblée nationale, c'est la loi Tréveneuc du 15 février 1872 qui pourrait tout à fait s'appliquer, puisqu'elle est toujours en vigueur, en confiant l'ordre public aux conseils généraux. Donc là, ça, c'est quand même bien la merde. C'est-à-dire que ce que je veux qu'on comprenne là-dedans, c'est que cet article 88 de la République de Weimar, c'est par là qu'est passé Hitler pour prendre le pouvoir, parce qu'il n'a jamais eu une majorité de députés à l'Assemblée, au Bundestag. Donc, voilà, il y a ces étapes-là. Son score en 1932, aux premières élections de 1932, c'est 33%. Ensuite, Hitler, il demande à Hindenburg... Attends, là, c'est pas bon, mon affaire, là. Bon, cette diapo, elle n'est pas tout à fait au point. Elle n'est pas tout à fait au point. Donc, je vais plutôt vous lire mes notes. Alors, pour mémoire, ce n'est pas en rapportant une franche majorité aux secondes élections de 1932 qu'Hitler commence à prendre le pouvoir en 1933. Entre les élections de juillet et celles de novembre de la même année, le score de son parti aux législatives régresse même de 37,3% à 33,1%. En fait, 3 étapes sont ensuite nécessaires. Hitler a beau disposer du plus grand nombre de députés, aucun autre parti ne se voit réellement entamer une coalition avec lui. Il plaide alors sa cause auprès du vieillissant Hindenburg et se montre au départ tactiquement peu gourmand. Outre son ministère, outre le sien, il réclame seulement deux ministères. Hindenburg se résout donc à le nommer chancelier d'un gouvernement de coalition le 30 janvier 1933. Et c'est ainsi qu'Hitler peut installer Wilhelm Frick à l'intérieur, donc à la tête de la police au niveau fédéral. Il met également en poste Hermann Göring, sans portefeuille, mais déjà ministre de l'Intérieur de Prusse. Et donc, là, c'est là où se situe Berlin. Hein. C'est important de contrôler la police à Berlin et la police au niveau national, parce que c'est ça qui va permettre d'imposer le résultat des élections. Et en réalité... Göring, il va être chargé directement de représenter Hitler au cabinet parce que Hitler, il n'a pas l'intention de se rendre aux réunions. Donc, dans la constitution de Weimar, les 18 régions ont conservé de réels champs de compétences tels l'éducation, la religion et surtout la police. Chaque région dispose donc de ses forces de police. Aussi est-il stratégique de faire la jonction entre le ministère de l'Intérieur fédéral et le ministère prussien de l'Intérieur dont dépend la police de Berlin. Bon, c'est ce que je viens de dire. La deuxième étape prend la forme de l'incendie du Reichstag dans la nuit du 27 février au 28 février 1933. Alors, rien n'a encore été complètement prouvé, certes, mais en examinant à qui profite le crime, le doute demeure difficile.
il le demeure d'autant plus qu'au lendemain même de l'incendie, le 28 février, Hitler a déjà la parfaite réponse législative en poche sur la base de l'article 48 de la Constitution de Weimar. Il promulgue donc le Reichstag Brandwehrordnung, voilà, comportant 6 articles et stipulant notamment que les incendiaires de bâtiments publics seront punis de la peine de mort, ce qui va se révéler pratique pour éviter que le coupable communiste désigné puisse éventuellement se défendre. La chasse aux communistes est officiellement ouverte. Ces derniers seront d'ailleurs les tout premiers à expérimenter l'hospitalité du premier camp de concentration, celui de Dachau. Sans en être la seule, le déplorable article 48 représente la plus grande faille de cette Constitution. En cas de crise, elle permet au président d'agir avec les pleins pouvoirs sur l'armée, le pouvoir judiciaire, ainsi que de neutraliser l'action du Parlement. Or, il faut bien garder à l'esprit que l'Allemagne de l'après-Grande Guerre est en crise permanente. Ainsi, cet article 48 permet-il de gouverner de plus en plus ouvertement à partir de 1930. C'est pas Hitler qui invente le truc est déjà en place. Hitler, il sort pas cet article d'un sachet surprise, il reprend simplement une pratique constitutionnelle, malheureusement, alors de plus en plus utilisée par Hindenburg. Alors, si on considère les élections si on considère que les élections de 1934 ne signifient plus grand-chose, les 9e et dernières élections législatives de la jeune République allemande le 5 mars 1933 n'offrent toujours pas une majorité absolue à Hitler. Il doit se contenter de 43,9% des suffrages, et ce, malgré une intense et assez efficace propagande contre les communistes, doublée d'un musellement de la presse, d'un saccage systématique et violent des moyens des uns et des autres. Moi, j'ai cru qu'il avait eu la majorité. Non. Bref, la dernière étape prend la forme de l'entrée en vigueur le 27 mars de la loi sur les pleins pouvoirs permettant au gouvernement de légiférer par décret, donc sans l'intervention du Parlement. Donc le Reichstag, machin, c'est décret de l'incendie du Reichstag. C'est ça la traduction. Donc, on a l'article 16, basé sur l'article 48 de Weimar, dans la Constitution actuelle, et c'est ce qui a permis cet article à Hitler de prendre le pouvoir. Ce qui est quand même incroyable. Qui c'est que cette connerie? Qui c'est que cette connerie? Quelle merde, cette Constitution. Ensuite, bon, il nous reste 5 articles à regarder. Hein. Est-ce qu'on... On fait une pause? On verra ça une autre fois? Peut-être. Ouais. Peut-être c'est pas mal parce que là, on doit enchaîner. Ça fait beaucoup d'infos. Ouais. Ah puis, là j'ai pris j'ai fait au minimum. Hein. Là il reste 5 articles à regarder, l'article 34, 35, 44, 48, 49, qui sont tous de la merde. Alors, ce sera pour un prochain épisode. Mais oui, après là où je voulais arriver, c'est à la diapositive. Je veux te dire, la diapo. C'est super tout ça. Vous avez tort, hein. Alors, ça serait. Ah oui, non, mais oui. 94. Tu peux aller à. Alors, ça c'est. Bon, bah là on voit pas très très bien, mais. Donc, moi j'ai fait le ménage dans tout ça. J'ai classé ça autrement. Donc, 94, 95, 96, c'est mon esquisse de plan de constitution pour la 6e République. Et ça, c'est-à-dire que moi, j'ai décidé de... je classe le pouvoir exécutif, c'est ça. Le pouvoir législatif, c'est ça. Le pouvoir judiciaire, c'est ça. Et comment ils sont indépendants entre eux. Qu'est-ce qu'il faut... Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Hein, ça... Là, ma constitution, mon esquisse de constitution, pardon, il n'y a pas de loi organique dedans. Donc, elle fait à peu près le double de volume de la Constitution actuelle, mais il n'y a pas de loi organique. Elle fait à peu près 100 pages. Mais il n'y a pas de loi organique, il n'y a rien d'extérieur à ce texte-là, quoi. Donc, en fait, c'est plus petit que l'état actuel des choses. Mais bon, après, c'est beaucoup de boulot, regardez ça. Hein, là, il y en a pour 3-4 heures.
Le tandem présidentiel, là, ça veut dire que tu as... C'est-à-dire que l'idée, c'est d'instaurer... Le principal chantier de la 6e République, c'est d'instaurer une parité totale dans la prise de décisions publiques. C'est-à-dire qu'il y ait autant d'hommes que de femmes qui prennent toutes les décisions partout, dans toutes les instances. Et c'est pour ça que... il faudrait qu'on en reparle, mais le tandem présidentiel en question, il n'a pas du tout la même fonction, évidemment, que... ce tandem présidentiel-là, il va être le défenseur de nos droits. Et lui, il va pouvoir faire quelque chose par rapport à l'autre, qui ne peut rien faire. Donc c'est comme ça que je l'ai imaginé, en tout cas, c'est une esquisse. Mais au moins, on a un point de départ, quoi. Là, on n'en a pas. Là, la dernière fois que j'ai vu une copie conséquente à ce sujet-là, c'était le livre de Arnaud Montebourg et Bastien François qui date de 2005 et qui est de la merde. C'est de la merde. Mais ils ont eu le mérite de poser une copie sur la table parce que personne d'autre a fait. Tu vois ? Ça a beau être de la merde, c'est déjà un point de départ. C'est mieux que rien, quoi. Mais il faut vraiment comparer ça à rien pour trouver ça mieux que quelque chose. Je vais m'arrêter là. Merci Alain.